Chaque année, dans le monde, plus de 38 millions d'atterrissages d'avions de ligne ont lieu et chacun met le train d'atterrissage à rude épreuve. Imagine, quand un Boeing 747 touche la piste à environ 260 km/h, la charge sur ses roues dépasse facilement la centaine de tonnes. Et la température des pneus grimpe en un éclair jusqu'à près de 400 degrés Celsius. Comment fabrique-t-on donc ces roues et ces trains d'atterrissage ultra résistants, capables de tenir le choc dans des conditions aussi extrêmes? Reste dans les parages. Je vais te montrer de quoi sont faits ces véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie. Au tout premier temps de l'aviation, quand les frères Wright ont réalisé leur tout premier vol en 1903, leur flyer n'était même pas équipé de pneus. L'avion glissait simplement sur un rail de guidage. Mais avec le développement de l'aviation, on a vite commencé à utiliser des pneus de voiture classiques. Les premiers vrais pneus pour avion étaient des chambres à air en caoutchouc, comme sur les vélos ou les voitures. Pas très robustes. Ils cédaient souvent quand l'atterrissage était trop brutal. Et clairement, c'était pas la joie. Dans les années 20 et 30, l'aviation a fait un bond en avant et les exigences de résistance pour les pneus se sont envolées. La fabrication est donc devenue plus spécialisée, avec l'apparition de constructions renforcées à couches multiples, le fameux cordon, capable de supporter de plus lourdes charges. Des fabricants comme Goodyear et Dunlop ont alors mis au point des pneus spécialement conçus pour l'aéronautique, utilisant du caoutchouc synthétique et plusieurs couches de renfort pour booster la solidité. La Seconde Guerre mondiale a donné un sacré coup de fouet à l'industrie aéronautique, y compris à la production de pneus. Les avions sont devenus plus lourds, plus rapides, et du coup, la pression sur leurs pneus au moment de l'atterrissage a explosé. C'est à cette époque que les ingénieurs ont commencé à calculer les contraintes sur les pneus, grâce à des modèles aérodynamiques et des formules mathématiques. On a alors développé des pneus radiaux multicouches, capables de tenir des vitesses et des charges énormes pendant le décollage et l'atterrissage. Avec l'arrivée des avions à réaction dans les années 50, les contraintes sur les pneus ont encore grimpé. Un Boeing 707 ou un Tu-104 par exemple pouvait dépasser la centaine de tonnes au décollage, d'où la nécessité de concevoir des pneus totalement nouveaux, aptes à supporter la chaleur due au frottement lors de l'atterrissage. C'est ainsi que sont apparus les pneus en caoutchouc synthétique résistants à la chaleur, enrichis d'additifs chimiques pour éviter la surchauffe et l'éclatement. C'est là qu'a vraiment commencé l'ère moderne de la fabrication de pneus pour avions. Le train d'atterrissage d'un avion subit des contraintes tout simplement dingues. À l'atterrissage, le poids de l'appareil peut largement dépasser la centaine de tonnes. Et le choc sur la piste peut représenter plusieurs fois ce poids. Lors du décollage et du freinage, les roues encaissent un frottement et des températures de folie. Par exemple, la vitesse d'atterrissage d'un Boeing 747 tourne autour de 260 km/h. Et le train doit tenir sur la durée. Il doit résister à des dizaines de milliers d'atterrissages sans dommages majeurs. Mais alors, qu'est-ce qui compose exactement un train d'atterrissage? Eh bien, tu vas voir. Le titane, c'est le top du top. Léger, costaud et immune à la corrosion. Mais évidemment très cher. Les aciers à haute résistance, on les retrouve surtout sur les avions cargo ou certains modèles militaires. Quant aux alliages d'aluminium, c'est la version allégée pour les avions plus petits. Comment fabrique-t-on tout ça? Tiens-toi prêt, c'est assez fascinant. Forgage. On part d'un bloc de titane ou d'acier qu'on presse sous haute pression pour obtenir la forme voulue. Usinage CNC. Après le forgeage, on peaufine la pièce grâce à des machines à commande numérique en retirant le surplus. Traitement thermique. Pour durcir encore le métal, on le chauffe à très haute température avant de le refroidir brutalement. Revêtement. On applique ensuite un revêtement anti-corrosion parce que le train d'atterrissage subit l'humidité
et des produits agressifs, comme les agents de dégivrage sur la piste. Les roues d'un avion, c'est pas juste un bout de caoutchouc, comme sur une bagnole. Elles doivent encaisser la vitesse, le freinage brutal et des chocs monstrueux. Qu'ont-elles de si particulier? Elles fonctionnent dans des amplitudes de température extrêmes, de moins 122 degrés en altitude à plus de 392 degrés. Incroyable, non? Elles ne peuvent pas juste péter en cas de surcharge. Il y a des systèmes spéciaux de dégonflage pour éviter l'explosion. Et chaque roue doit encaisser plusieurs tonnes. Comment sont-elles fabriquées? Regarde bien. D'abord, on façonne le disque métallique, souvent en aluminium ou en titane, pour la légèreté et la robustesse. Puis, on prépare le pneu. Ce n'est pas juste de la gomme, mais un assemblage de matériaux complexes. Des fibres de carbone et du Kevlar pour la solidité, du caoutchouc taillé pour supporter des températures extrêmes, des ceintures métalliques renforcées pour éviter l'éclatement. Les roues sont ensuite testées dans des labos spécialisés où on les soumet à des chocs, à l'usure et même à des tirs. Car oui, certains avions militaires utilisent des pneus par balle. Un pneu de voiture classique peut s'user après 50 000 km. Sur un avion, c'est différent. Un pneu peut encaisser jusqu'à 500 atterrissages. Mais chacun d'entre eux est un véritable supplice. Alors, qu'est-ce qui rend les pneus d'avion si spéciaux? Leur super pouvoir vient d'un caoutchouc ultra résistant, qui ne lâche pas sous la pression. Des flancs renforcés protègent la gomme des dégâts sur la piste. Et certaines gommes peuvent libérer de l'air pour éviter d'exploser en cas de surchauffe. D'abord, on forme la carcasse, en combinant ceinture d'acier, Kevlar et autres matériaux costauds. Puis on cuit le pneu à des températures ultra élevées pour le durcir. Ensuite, on l'étire, on le comprime, on le teste sous plusieurs centaines de bars de pression. Et voilà, les pneus sont prêts. Et maintenant, parlons un peu du futur. Chaque année, l'aviation devient plus légère et plus efficace. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la fabrication des trains et des roues? Faisons un petit saut en avant. Première piste, les composites. Certains avions utilisent déjà des structures en carbone, nettement plus légères que le métal, mais tout aussi résistantes. Deuxième idée, les matériaux autoréparants. Ces nouvelles technologies permettent de créer des revêtements qui se soignent eux-mêmes à la moindre micro-fissure. Enfin, les pneus sans air. La NASA et les compagnies aériennes les testent, car ils sont Pour résumer, le train d'atterrissage d'un avion est conçu à partir de matériaux ultra résistants, capables de supporter d'immenses contraintes lors du décollage, de l'atterrissage et du roulage. Les principaux? Des alliages de titane et d'aluminium, des aciers à haute résistance et des composites. Les alliages de titane servent aux pièces les plus critiques grâce à leur robustesse, leur résistance à la corrosion et leur légèreté. Les alliages d'aluminium, plus légers que l'acier, sont parfaits pour les zones moins sollicitées. Les aciers haute résistance entrent en scène quand il faut une rigidité et une durabilité maximale. Les matériaux composites, eux, permettent d'alléger encore la structure, tout en renforçant sa solidité. Ajoute à cela des systèmes hydrauliques et amortisseurs, qui absorbent les chocs à l'atterrissage et garantissent plus de confort pour l'équipage comme pour les passagers. Et tu comprends pourquoi ces trains d'atterrissage sont de vrais bijoux d'ingénierie.
Chaque année, on balance des millions de machines à laver dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, on jette environ 10 millions de ces appareils. Tu te rends compte? En Europe, c'est pareil. Au Royaume-Uni, plus de 3 millions de machines partent à la casse chaque année. Vu leur taille, leur poids et la complexité de leurs matériaux, un recyclage efficace est crucial pour la planète. Alors, voyons ensemble comment on récupère ces vieilles machines avant de les démanteler. De nombreuses grandes marques et enseignes d'électroménager proposent aujourd'hui des programmes de trade-in ou le retrait gratuit de l'ancien appareil à l'achat du nouveau. Aux États-Unis, on trouve ce genre d'initiative chez Whirlpool, LG ou Samsung. Et en Europe, il y a la fameuse directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, DEE. Les conditions varient. Certaines boîtes se contentent d'embarquer ton ancien modèle. D'autres t'offrent une petite remise sur le neuf. Par exemple, Whirlpool aux États-Unis peut octroyer entre 50 et 100 $ de rabais sur une machine à laver neuve. LG et Samsung, parfois, montent à 100 ou 200 $ lors de promos spéciales. En Europe, certains programmes offrent jusqu'à 10% de réduction sur le nouvel équipement. Mais, soyons clairs, les ristournes ne sont pas toujours énormes. La plupart des entreprises voient surtout ça comme un geste écologique, pas comme un argument marketing fracassant. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de collecte de déchets électroniques, où tu peux déposer toi-même ta vieille machine à laver. Souvent, ces centres bossent main dans la main avec les municipalités ou des boîtes privées. Dans certains pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les États-Unis, il y a même des services municipaux dédiés à l'enlèvement d'appareils volumineux. À New York, par exemple, tu peux bénéficier d'un ramassage gratuit via le programme municipal NYC Safe Disposal. De plus, certaines entreprises de récupération de métaux rachètent ou enlèvent gratuitement ces machines, avant de les expédier en atelier de démantèlement, où elles sont triées pour récupérer le métal, l'électronique et le plastique. D'abord, on classe les machines par catégorie. Celles qui fonctionnent encore, celles qui sont à moitié en rade et celles qui sont complètement fichues. Les modèles en état de marche peuvent être retapés puis revendus, tandis que les autres partent en démontage. On commence par retirer les panneaux extérieurs, la porte, le tambour, le moteur, la partie électronique, les câbles et la pompe sont démontés à part, car on peut les réutiliser ou les recycler séparément. On trie aussi les métaux, inox, aluminium, cuivre, et on met de côté les pièces plastiques. Tout ça peut se faire manuellement ou via des chaînes automatisées, munies de broyeurs, d'aimants et de séparateurs à air. Les chaînes automatisées de recyclage des machines à laver fonctionnent par étapes, chacune dédiée à un type de matériau différent. D'abord, les appareils arrivent sur un tapis roulant où de puissants broyeurs à rotor fragmentent l'ensemble en morceaux de 3 à 10 cm. Impressionnant, non? Ensuite, on fait passer ces fragments dans des séparateurs magnétiques qui attirent les métaux ferromagnétiques, comme l'acier ou la fonte, pour les isoler du reste. Puis, un séparateur à courant de Foucault propulse hors du flux les métaux non ferreux, comme l'aluminium et le cuivre. Le plastique et les matériaux légers sont écartés grâce à des séparateurs à air. Un souffle puissant projette les particules les plus légères vers le haut, direction un autre conteneur, tandis que les morceaux plus lourds poursuivent leur route sur le convoyeur. En fin de chaîne, on utilise des scanners optiques pour analyser la composition des résidus et les orienter vers la bonne filière de traitement ou d'élimination. Une fois triés, tous ces matériaux, plastique, métal, verre et autres,
empruntent des circuits de valorisation ou de recyclage spécifiques. Les restes métalliques, comme les pièces en acier, sont expédiés vers les usines sidérurgiques pour être refondus et servir à fabriquer de nouveaux produits. Les séparateurs magnétiques font ça très bien. Ils extraient tout ce qui est fer ou acier, prêt pour la fusion. Les parties en plastique, elles, sont broyées et compressées en briquettes. Ces blocs prennent ensuite la direction d'usines spécialisées, où on les transforme en nouveaux objets en plastique ou en matières premières pour d'autres appareils. Quant aux éléments en verre, la porte vitrée par exemple, on les nettoie à fond pour les faire refondre et obtenir un verre flambant neuf. Les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés, certains caoutchoucs ou mélanges trop complexes, sont incinérés ou mis en décharge sur des sites spécialisés. Grâce à ce tri et à ce recyclage poussé, on limite drastiquement ce qui finit à la décharge, tout en réinjectant des matières premières dans le circuit économique. Dans certains cas, pour les composants vraiment coriaces, on recourt à des techniques spéciales, pyrolyse, traitement chimique, etc., afin d'éviter pollution et émissions toxiques. Imagine, par exemple, un assemblage plastique-métal-caoutchouc. Ce genre de mix a besoin d'un traitement approfondi pour séparer chaque partie. Sans ça, on risque la contamination ou le rejet de substances nocives. Souvent, les éléments en caoutchouc, surtout quand ils contiennent des composés chimiques, ne se recyclent pas facilement à cause de leur structure. Alors, on les traite par pyrolyse ou via d'autres procédés chimiques pour les décomposer en fractions plus simples, réutilisables ou au moins éliminables sans risque. Dans certains cas, la machine renferme des substances toxiques, par exemple du mercure dans d'anciens relais, piles ou lampes intégrées. Il faut alors des méthodes spécifiques pour neutraliser ou isoler ces matières. Parfois, on va jusqu'à employer des réactions chimiques pour éviter tout rejet dangereux. Les matériaux comme le polyuréthane ou le polyester, courants dans les isolations ou certains composants, peuvent aussi passer par une pyrolyse pour en dissocier les éléments et les recycler. Si une machine à laver comporte des matériaux composites complexes, plusieurs couches de plastique, de métal, de fibres, etc., il faut un processus spécial qui sépare chaque couche et permette un recyclage adéquat. Globalement, ces technologies servent un seul but: maximiser l'efficacité du recyclage et réduire l'impact négatif sur l'environnement. Parce qu'avec un traitement inadéquat, on peut se retrouver avec des fuites de produits dangereux ou des pollutions très ennuyeuses. On l'a bien compris, trier et recycler, c'est la clé pour donner une nouvelle vie aux ressources et préserver la planète. Voilà, tu sais tout. Maintenant, imagine le trajet de ta vieille machine. Elle peut se faire démonter, broyer, refondre, retransformer, et hop, la boucle est bouclée. Incroyable, non ?